Le 23 août 1939, le jour de la signature du pacte avec l'Allemagne, le photographe d'Hitler avait été envoyé à Moscou avec l'ordre de faire des gros plans des oreilles de Staline. Pour Hitler, les Juifs ont le lobe des oreilles mal formé. Celles de Staline sont normales, donc il n'est pas juif. Staline n'est ni juif, ni d'ailleurs russe. Il est géorgien. Sa langue maternelle n'est pas le russe, c'est le géorgien. Et même s'il a été élevé dans la religion orthodoxe, sa mentalité est proche des tyrans du Moyen-Orient. 1892, la première photo de Staline, enfant de cœur, à 14 ans. Il est né le 6 décembre 1878 à Gori, une petite ville à 2 jours de marche de Tiflis, la capitale de la Géorgie, alors annexée à l'Empire russe, le plus vaste du monde, 170 millions d'habitants. À Saint-Pétersbourg règne depuis 3 siècles la longue lignée des Romanov. L'empereur, le tsar, un mot qui vient de César, est alors Nicolas II, souverain faible et religieux. Cette Géorgie de Staline est un rude pays du Caucase, où coexistent difficilement des minorités turques, arméniennes, kurdes ou juives. Son père est un cordonnier porté sur le vin rouge local, Vissarion Djoukashvili, auquel Joseph ressemble tant. Joseph, fils de Vissarion, en russe, Joseph Vissarionovitch Djoukashvili, dit Staline, cachera le souvenir de ce père ivrogne et violent. Comme il cachera les nombreuses infirmités de son enfance, ses pieds palmés, les maladies qui ont tué ses 2 frères. La variole, qui a laissé sur sa peau des traces indélébiles, que les maquilleurs du Kremlin s'efforceront de masquer. Son bras gauche est plus court que l'autre. Il boite depuis qu'une charrette s'est renversée sur lui, à l'âge de 12 ans. Ce qu'il ne peut dissimuler, c'est son lourd accent géorgien. Il y entre à 16 ans, en 1894, avec une bourse, parce qu'il est remarqué pour sa mémoire exceptionnelle et pour sa voix, quand il chante les psaumes. Le séminaire, c'est le vœu de sa mère, Ekaterina, si pieuse, qui le frappe autant que son père. Staline a toujours préféré oublier et cacher cette famille. Une fois au pouvoir, il revient dans sa maison natale et comme un bon fils, il rend visite à sa mère. Elle lui demande ce qu'il fait maintenant. Staline répond « Tu te rappelles le tsar ? Je suis devenu une espèce de tsar. » Elle dit « Tu aurais mieux fait d'être prêtre. » Sa mère ne voulait pas qu'il reste au village, qu'il soit cordonnier, comme le souhaitait son père. Elle a choisi le séminaire. Elle veut qu'il soit évêque. Et lui, qui ne parle que le géorgien, il va apprendre le russe, le grec et l'arithmétique. C'est encore un adolescent qui écrit des poèmes comme celui-ci. Dans l'ombre de la nuit, le chant de l'alouette s'envole plus haut que les nuages. Et les doux accents du rossignol, dans les taillis, bercent les enfants. Au séminaire de Tiflis, il perd la foi. Dans ce terreau pour révolutionnaires, il apprend des prêtres orthodoxes sales et méchants et de leurs gardiens alcooliques les techniques répressives. Staline les énumère lui-même, il dit « surveillance, espionnage, intrusion dans la vie intérieure, viol des sentiments ». Mais il apprend aussi la vertu du silence. Pour Staline, il vaudra toujours mieux écouter que parler. Ne jamais révéler ses sentiments.
ne jamais se trahir. « 1898. Il a 20 ans, il change, il provoque les autorités. Il refuse de se couper les cheveux, il se laisse pousser la barbe. Il lit des ouvrages interdits de Zola ou de Victor Hugo qui protestent contre l'injustice sociale. Il est expulsé du séminaire. Il prend alors son premier pseudonyme, Koba, le nom d'un Robin des Bois du Caucase. Il se veut chef de bande. En 1901, à Tiflis, il entre au Parti social-démocrate clandestin et il est aussitôt repéré par la police secrète du tsar, l'Okhrana. Il travaille quelques mois à l'Observatoire météo, ce qui lui laisse du temps pour lire les ouvrages de l'Allemand Karl Marx, qui écrit avec Friedrich Engels, dès 1847, le manifeste du Parti communiste. Texte qui appelle à la fin de la propriété privée, du capitalisme, à l'union des ouvriers du monde entier et à la révolution par les armes. Marx dénonce l'exploitation de l'homme par l'homme et le malheur d'un prolétariat qui n'a, dit-il, plus rien à perdre que ses chaînes. Les peintures naïves staliniennes montrent le futur dictateur en marxiste endoctrinant les ouvriers. Il dit « Pourquoi n'avons-nous aucun droit politique ? Comment transformer nos existences ?» Pour lui, l'Empire russe du début du XXe siècle est une société féodale qu'il faut détruire. Image rare d'une famille impériale qui se filme dans l'insouciance, pour montrer à ses cousins anglais qu'ils savaient aussi jouer au tennis. Qu'ils sont assez braves pour se jeter dans l'eau glacée du lac Ladoga, proche du palais de Saint-Pétersbourg. Une nouvelle classe ouvrière se développe, en même temps que la Russie s'industrialise. Surtout dans le Caucase, des puits de pétrole du Bakou, les raffineries font la fortune de quelques-uns et la révolte des exploités. Leur chant révolutionnaire, c'est la Marseillaise, en russe, avec d'autres paroles. À 23 ans, Joseph Djougashvili est envoyé par les socialistes à Bakou organiser des manifestations et des grèves interdites qui confirment sa vocation de meneur. Il est exalté par la lecture d'un extrémiste russe du XIXe siècle, Nechaïev, et son catéchisme révolutionnaire. Le révolutionnaire n'a ni intérêt personnel, ni sentiment, ni même de nom. Il a coupé tout lien avec toute loi et toute moralité. Ennemi implacable du monde civilisé, s'il y vit, c'est pour le détruire. Tout sentiment d'amitié, de gratitude et d'honneur doit être étouffé en lui par l'unique passion révolutionnaire. Joseph Djougashvili, agitateur révolutionnaire, est arrêté le 5 avril 1902. Sa fiche de police indique taille 1,62 m, cheveux bruns, corpulence moyenne, âge 24 ans. Il dira « Les prisons du tsar sont des maisons de repos ». En effet, la discipline et le traitement des prisonniers n'ont rien à voir avec les futures méthodes staliniennes, d'une autre cruauté. Il reste 1 an dans cette cellule. Il passe son temps à lire. Comme ce manuel pratique du révolutionnaire, intitulé « Que faire ?», signé Lénine.